안예저도 속에 천남나 청주바도 단익격수 당유진석예배 성남계 노라는지 성계도 말하시오 안예저도 속에 천남나 청주바도 단익격수 당유진석예배 성남계 노라는지 성계도 말하시오 반예셔 서기 청남나 전주바도 단익격수시 나게 진석예배 성남계 노라benje 성계도 말하시오 I hope that we shall light the soul of the so forth. I hope that we shall light the soul of the Amen. So forth. I go for a fish and my life and the Buddha and the Sangha. Amen. Killing the ships of Christ, giving so forth. Never to come to celebrate the whole beings. Om Ye Dhamma Hetu Prabhava Hetum Deshanda Bhagavato Yavada Deshantayo Niroda Evam Vadi Mahashamana Yeswaha Om Ye Dharma Hetu Prabhava Hetum Deshanda Bhagavato Yavada Deshantayo Niroda Evam Vadi Mahashamana Yeswaha Om Ye Dhamma Hetu Prabhava Hetum Deshanda Bhagavato Yavada Deshantayo Niroda Evam Vadi Mahashamana Yeswaha. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va faire une méditation sur Bodhicitta et ensuite on verra la question-réponse. Et au cas où il n'y aurait pas, que ce serait pas trop étendu, on pourrait continuer sur les 6 perfections et les 10 perfections. Donc la Bodhicitta, il y a de nombreuses façons de diviser la Bodhicitta. L'une d'elles, c'est la Bodhicitta d'aspiration et Bodhicitta d'engagement en 2. Aspiration, Bodhicitta d'aspiration et Bodhicitta d'engagement. Ou Bodhicitta d'aspiration, Bodhicitta en action ou d'application, les 2. Et donc, c'est une classification qui, en fait, c'est la division entre les Prasangika et les autres écoles. Par rapport aux écoles inférieures, quand la Bodhicitta est accompagnée, vous générez Bodhicitta. C'est quoi Bodhicitta, au fait? Très bien. L'aspiration, d'une manière grossière, c'est l'aspiration d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Techniquement, c'est une conscience, parce que l'aspiration, c'est un facteur mental et non pas un esprit principal. Bodhicitta doit être une conscience principale. Et donc la distinction entre une conscience principale et un facteur mental, on n'a pas fait. On a fait brièvement. Oui. Quand on a vu les 5 agrégats, on a parlé de l'esprit et du corps. Donc le corps, c'est une chose. Et l'esprit, on a distingué entre la conscience principale et puis les fonctions spécifiques. L'esprit en général, c'est la conscience, ou l'esprit principal, la conscience principale en général.
Par exemple, le gouvernement français, on ne parle pas des départements en particulier, des ministères. Après, on dit, mais de quelle partie, de quel ministère parlez-vous? On va aller voir dans le ministère de l'Éducation, les transports, ou des affaires étrangères, etc., etc. Donc on verra plusieurs fonctions spécifiques. Et en général, c'est l'esprit ou l'esprit principal. Alors que il y a les facteurs mentaux, ce sont des fonctions cognitives spécifiques. Donc quand vous voyez les différentes fonctions, l'esprit peut avoir de la compassion, peut avoir l'élément de la sagesse, la stabilité, la générosité, l'étude, l'élément de l'attention, etc. Il y a tellement de fonctions différentes et toutes ces fonctions, on les désignait comme des facteurs mentaux ou des fonctions. On parle de facteurs mentaux et la conscience principale. Donc l'esprit principal, on dit parfois une conscience principale, parfois simplement l'esprit. Bodhicitta, c'est un esprit principal et non pas un facteur mental. Donc quand on dit aspiration, et donc ça tombe dans la catégorie des facteurs mentaux. Donc l'esprit principal ou un esprit, une conscience qui aspire à atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. C'est la bodhicitta. Très bien. Et maintenant on va distinguer deux choses. Bodhicitta, quand on la classifie en deux, c'est quoi les deux bodhicitta? L'aspiration et d'engagement. La bodhicitta d'aspiration, bodhicitta d'engagement. La bodhicitta d'aspiration, on va le faire du point de vue du Prasangika. La version Prasangika, c'est la version finale. Et donc, le premier moment où on génère cette bodhicitta authentique, c'est l'aspiration, la bodhicitta d'aspiration. Et après, les moments successifs, quand vous l'avez généré après, c'est nécessairement la bodhicitta d'engagement. C'est la bodhicitta d'engagement. Et donc, ça, c'est le point de vue Prasangika. Le premier moment, c'est la bodhicitta d'aspiration et le reste sont des bodhicittas d'engagement. Alors que pour les autres écoles, ils ont des versions un peu différentes, mais c'est aussi, ça fait sens aussi. Et donc, en fait, on devrait inclure les deux. Donc, pour les écoles inférieures, la bodhicitta d'aspiration, c'est la bodhicitta qui n'implique pas les vœux de Bodhisattva en tant que tels. Et donc les vœux que nous prenons le matin, ce n'est pas les vœux de Bodhisattva, c'est les vœux de Bodhisattva d'aspiration. Et les vœux de Bodhisattva, pour les prendre, on doit être extrêmement sérieux. Les 18 vœux racines, les infractions racines, les 18 racines, les 18 chutes racines, et puis les 46 chutes secondaires, etc. On doit les apprendre, les comprendre, et puis si on peut les pratiquer. Si on peut les garder, à ce moment-là, on prend les vœux de bodhicitta d'engagement. Sinon, ce n'est pas la peine. Et donc, pour les écoles inférieures, bodhicitta, c'est ce qui est accompagné par les vœux de bodhisattva, c'est la bodhicitta d'engagement. Et s'il n'y a pas les vœux de bodhisattva, c'est la bodhicitta d'aspiration. C'est l'aspiration, c'est la bodhicitta d'aspiration. Encore les écoles inférieures. Les deux sont importants, et en particulier, après avoir pratiqué bodhicitta, quand on commence à ressentir l'amour inconditionnel vis-à-vis de tous, et à ce moment-là, on peut prendre les vœux de bodhisattva. On peut les prendre, les vœux de bodhisattva. Mais il faut bien sûr être extrêmement prudent. Bien sûr, on peut prendre les vœux de Bodhisattva quand on a un certain degré d'amour et de compassion. Bien sûr, quand on voit notre mère, nos parents, nos frères, sœurs, etc., on a de l'amour et de l'affection qui va s'écouler vers eux. Et pour d'autres personnes, les personnes neutres, on ne va pas se sentir véritablement en colère. Pour les personnes difficiles, on pourrait avoir des colères très brèves et puis de l'amour plus sur le long terme. Quand vous pratiquez la bodhicitta,
À l'intérieur, fondamentalement, la structure de votre esprit fondamentale, c'est l'amour et la compassion. Mais parce que vous voyez une personne qui est extrêmement, vous voyez une personne qui a une conduite extrêmement malsaine, et là, vous pourriez être perturbé, mais à l'intérieur, c'est comme, par exemple, vous avez les vagues à la surface, mais au fond, l'océan est extrêmement calme et paisible. Et donc, ça peut survenir. Si ça advient, ok, il n'y a pas de souci. La structure générale de votre esprit, fondamentalement, c'est l'amour et la compassion, l'amour inconditionnel même, vis-à-vis des personnes difficiles. Une fois que vous pourriez ressentir cela, une fois que vous pouvez identifier qu'il y a des gens qui par exemple, pour les personnes qu'on apprécie, bien sûr, ça on peut le voir, mais vous pourriez ressentir par exemple des moments où vous n'êtes pas très content, vous êtes malheureux, etc. et votre esprit n'est pas prêt à pardonner, par exemple. Tiens, je n'aime pas cette personne, etc. Et puis il y a des gens qui vont le dire de manière ouverte, ils vont dire « Ah non, cette personne, je n'arrive pas à la voir, je n'arrive pas à l'encadrer. » Et donc, si cela arrive, il n'est pas le moment de prendre le vœu de Bodhisattva. C'est même pas la peine d'y penser, même au vœu de tantrique. Même les vœux tantriques, c'est pas la peine d'y penser. Et donc, si la personne est extrêmement malsaine et que fondamentalement à l'intérieur vous avez une affection, et puis bien sûr pour vos proches. Ça, bien sûr. Et puis pour les personnes neutres, vous ne les voyez pas comme étant neutres. Vous avez votre affection qui s'écoule vers ces personnes. Et pour les personnes difficiles aussi, si cela arrive, à ce moment-là, vous pouvez prendre le vœu de Bodhisattva. Ne soyez pas trop prudent, dans le sens, ne soyez pas excessif dans votre... Ne cherchez pas à être parfait avant même de les prendre. Sinon, et donc, ça voudrait dire que, est-ce qu'on pourrait vraiment développer Bodhicitta? On pourrait se poser la question là-dessus. Et donc, maintenant, la sagesse de la vacuité, c'est différent puisque vous l'étudiez correctement, sérieusement, vous l'étudiez correctement. Après un certain temps, l'étude complète va prendre du temps et après les études complètes, vous allez réfléchir sur la vacuité et ce n'est pas si long. Vous allez réaliser la vacuité assez rapidement. Mais la bodhicitta, c'est quelque chose que vous pouvez étudier facilement, rapidement. Vous pouvez l'étudier rapidement. Bodhicitta, la bodhicitta complète, comment la pratiquer, quelles sont les classifications, les différentes classifications, etc., en accord avec les textes, etc., les 6 perfections. Donc ça, vous pouvez l'étudier en 2 semaines, cela suffit largement. Mais l'expérience, ça va prendre du temps. Pour véritablement ressentir l'expérience de bodhicitta, vous devez pratiquer. Et puis parfois, cela peut être très démoralisant. Il n'y a pas vraiment quoi que ce soit qui bouge à l'intérieur, qui n'arrive dans votre cœur, etc. Et puis, mais si vous ne le faites pas, si vous ne vous entraînez, si vous vous entraînez, ça peut être parfois extrêmement mécanique, etc. Ça peut être, vous pourriez vous sentir désespéré, démoralisé, etc. Et donc malgré tout, c'est quelque chose vers lequel on doit s'exercer. Et puis parfois, vous allez rencontrer des situations où ça peut être tellement sec et mécanique, pas de progrès. Et ce que je suggère, c'est que si possible, allez voir des gens que vous considérez comme extrêmement bons, et pratiquer. Et ça, c'est la clé. Il faut pratiquer. Des gens qui pratiquent cela. Ça, c'est la clé. Des gens, vous pourrez vraiment ressentir l'amour et l'affection, et non pas nécessairement vis-à-vis de vous, mais vis-à-vis des personnes nulles, vis-à-vis des personnes difficiles, etc. Et à l'intérieur, il faut que la personne elle pratique cela, et puis la personne ne ressent pas véritablement « Tiens, cette personne, je ne l'aime pas, etc. » Cette attitude ne devrait pas être dans son esprit. Si cette attitude est dans son esprit, même si la personne pratique depuis longtemps, vous n'aurez aucune, même si c'est un grand guécher, du bocce, etc., ça ne va rien faire sens en vous. Ça ne va pas garantir que cette personne a bodhicitta, c'est parce que la personne elle a un titre qu'elle possède bodhicitta. Et donc il faut quelqu'un qui pratique et qui n'a pas cette attitude biaisée,
Bien sûr, il pourrait y avoir parfois des moments d'agacement, etc. Ça arrive chez tout le monde. Mais à l'intérieur, fondamentalement, il peut y avoir... donc, s'il y a cette attitude, je n'aime pas cette personne, etc. S'il y a ça, ce n'est pas la bonne personne qu'il faut aller voir. Il ne faut pas discuter sur la bodhisattva avec cette personne. Il faut que ce soit au moins quelqu'un qui, par exemple, ne m'aime pas, par exemple. Et puis, je devrais être extrêmement objectif. Si l'amour est inconditionnel, la bodhisattva est en moi, mon amour devrait se diriger vers cette personne. Même si je suis encore sur la voie, mais imaginons que quelqu'un soit sur le point de prendre l'éveil de bodhisattva. Si vous voyez que cette personne est extrêmement mauvaise à mon écart, et puis ils sont là par exemple, parlent de cette personne, et puis moi je dis, je connais cette personne, oui, cette personne n'a pas de qualité. C'est une personne horrible, etc. Si c'est ma responsabilité, si je dis ça, à ce moment-là, je ne suis pas la bonne personne. Et si je me dis et même si les autres sont là, dit des choses mauvaises sur cette personne, et moi je dis, oui, c'est vrai, mais il a aussi de bonnes qualités. Tout le monde a de bonnes qualités et de mauvaises qualités. Et les personnes qui ont des bonnes qualités, j'ai des bonnes qualités, d'une certaine façon, même si la personne a des bonnes qualités, des mauvaises qualités, elle a aussi des bonnes qualités. Si quelqu'un me dit, mais cette personne est mauvaise, et je vais dire à ce moment-là, mais cette personne, elle a aussi des bonnes qualités. Si on est objectif, à ce moment-là, l'attitude ne devrait pas mettre de côté les bonnes qualités de la personne, elle ne devrait pas surpasser. Si la personne a des qualités, vous devriez garder cela et mettre ça sur le tapis. Si, au contraire, on met les mauvaises qualités, les défauts sur le tapis, c'est qu'on n'a pas atteint cela. Bien sûr, on pourrait peut-être prétendre pratiquer, mais la bodhisattva n'est pas là. Clairement, cette personne n'a pas mis l'emphase sur la bodhisattva. L'emphase de la bodhisattva est perdue, et elle est mise de côté. Bien sûr, il y a des différences, c'est normal. Et puis, peut-être que la personne parle de manière extrêmement mauvaise sur vous, et vous arrivez, et cette personne, elle est mauvaise, etc. Vous réagissez comme ça, vous dites oui, etc. Et donc, ça, c'est la façon dont, en effet, les personnes font des problèmes, etc. Je sais ce que vous dites, je comprends cette personne aussi, mais elle a aussi des qualités. Et puis, au moins, même si vous ne parlez pas de manière extrêmement positive, au moins vous ne parlez pas des défauts. Si cela advient, ça veut dire que même si la personne est si mauvaise vis-à-vis de vous, que vous, malgré tout, vous ne parlez pas en mauvais de cette personne, à ce moment-là, vous êtes sûr que cette personne pratique bodhicitta. Et donc en pratique, il doit y avoir quelque chose qui survient. Et donc sinon, il n'y a aucun intérêt. En général, n'importe qui prétend aller en retraite, par exemple, nous on fait ce type de retraite. Au Tibet, il y a eu des retraites, ce n'est pas considéré comme une retraite au Tibet. C'est plutôt un programme d'études. Une retraite, ça veut dire, en général, ça veut dire, donc je vais soit en solitude et je vais pratiquer. Et puis, ça implique des prosternations. Et puis, toutes ces pratiques préliminaires, c'est aussi inclus pour les retraites. Ça va aussi. Dans certains cas, ce que je dis que cette étude, c'est une retraite extrêmement de haute qualité. Ça va très bien. Il y a des gens, pas tous, mais il y a des gens, il faut être très honnête, je vais partager une chose, c'est que qui nous disent ce qu'est véritablement le dharma, qui disent que c'est une retraite de 3 ans, 3 mois, 3 jours, etc. Ils sortent de la retraite. Pas tous, hein. Il y a des gens qui sont incroyables. Ils ressortent de la retraite et à nouveau, ils refont. Ils repartent encore faire une retraite de 3 ans. Ça veut dire qu'ils ont vu les bienfaits. Il y a des gens qui sortent de la retraite et ils s'engagent dans l'alcoolisme, etc. Certains, bien sûr, c'est assez rare, mais
Ça veut dire que la personne ait fait cette retraite de 3 ans n'a pas été productif du tout. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que le terme de retraite, etc., va nécessairement se développer intérieurement. Ce n'est pas un fait. Il faut vraiment fournir nos propres efforts. Et donc, beaucoup de pratiquants ne vont même pas se pratiquer, ne vont pas même dire qu'ils vont faire des retraites. Ils vont délibérément ne pas employer le terme de faire des retraites, etc. Dès l'instant où ils vont avoir du temps, ils vont faire en sorte de ne pas perdre leur temps. Ils vont étudier, pratiquer, etc., analyser. Et puis, beaucoup de ces gens que l'on considère comme des personnes ordinaires, mais il y a des gens qui n'ont fait... Ils disent, mais en fait non, je n'ai jamais fait de retraite. Et pourtant, ils peuvent rester 20 jours en méditation, en concentration d'un point. Ces choses arrivent. Il y a des apparences, des choses miraculeuses comme ça qui peuvent survenir. Vous devez faire quelque chose. Vous devez pratiquement, de manière pratique, essayer de voir comment essayer de traiter notre colère. Essayer de ne pas réagir de la même façon avec les autres personnes. On se dit sinon, ok, très bien, je vais arrêter de critiquer les autres, etc. Même s'il y a une personne qui détruit toute la communauté et cette personne est extrêmement malsaine. Et puis, vous allez parler de manière agréable à cette personne, par exemple Trump. Trump. C'est une personne extrêmement malsaine, etc. Oui, mais il fait des choses bien comme ça, il fait des choses bien ici, là, et là. Ça, c'est un autre extrême. Quelqu'un qui détruit la communauté, on devrait pouvoir exprimer les choses, pas par colère, mais objectivement dire ceci est une erreur. Ça, c'est une erreur pour ne pas faire en sorte que la maladie se répande. Ce type de maladie est extrêmement malsaine, particulièrement en tant que chef d'État. Quand on dit par exemple la suprématie blanche, par exemple, ça, c'est une maladie extrêmement malsaine. Cette maladie, c'est avec n'importe quelle communauté. Cela arrive dans toutes les communautés, croyez-le ou non. De nos jours, cela est moindre, un peu moindre. C'est presque maintenant has-been maintenant de nos jours, surtout avec la globalisation. C'est presque minoritaire maintenant. Mais en ces temps anciens, dans chaque communauté, vous pensez que votre communauté était la meilleure et que les autres étaient inférieurs. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Chaque communauté disait ça. C'est une maladie. C'est une maladie. Notre communauté est la meilleure et les autres sont inférieurs. Et je ne sais pas ce qu'on dit en anglais. Comment on le dit en anglais? Il y a une façon de classifier notre propre groupe avec un terme spécifique et puis les autres avec un autre terme. Nous, c'est péjoratif, c'est dérogatory, pour dénigrer. C'est une forme de ségrégation qui dénigre. Et donc ça, ce n'est pas la seule chose. Trump et la communauté, la suprématie blanche, etc. En fait, chaque communauté a la tendance à avoir cela. C'est une maladie. Et puis, vos ancêtres, les générations antérieures, qui transmettent une maladie, cette maladie, etc. On se dit, ah, nous, on est le clan pur. Et les autres, c'est comme ça. Et quand vous rencontrez les gens, vous parlez gentiment, on est les mêmes. Et intérieurement, c'est complètement différent. Ça, c'est une maladie. C'est une maladie has-been. Avec cette attitude. Imaginez comment devenir un Bouddha et comment développer Bodhisattva, c'est tellement loin. Le plus beau des cadeaux, c'est de générer Bodhisattva. Et n'importe quel processus mental qui va à l'encontre de ça, c'est du poison.
Essayez d'être avec des gens, par exemple, si vous avez des enseignants qui sont complètement dénués d'attitudes biaisées, qui ont de l'amour, de l'affection, vous êtes extrêmement chanceux. Et même si cela n'advient pas, au sein de votre groupe, dans vos études, vos voisins, etc., vous devriez essayer de localisation des gens qui ont de l'amour et de l'inconditionnel et qui n'ont pas cette attitude biaisée en pensant nous on est les supérieurs et les autres, et qui englobe tous les êtres autant que l'on peut. Si vous rencontrez des gens comme ça, faites en sorte que vous vous en remettez à ces personnes et restez en contact le plus longtemps possible, autant que vous pouvez. C'est extrêmement important. Si possible, essayez d'être toujours entouré de bons compagnons. Et soyez toujours en bonne compagnie. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est ce que le Bouddha a dit dans le Dhammapada. Vous devriez lire ce texte, le Dhammapada, D-H-A-2-M-A-P-A-D-A. D-H-A-2-M-A-P-A-D-A, le Dhammapada. Lisez-le, réfléchissez surtout pour cultiver le renoncement. Ce livre est extrêmement puissant. Dhammapada. Et puis après, une fois que vous avez lu ce livre, vous pouvez passer au vœu de Bodhisattva. Ce que je dis, c'est que la bodhisattva est de deux types. Il y a de nombreuses façons de la classifier. Les vœux de la bodhisattva d'aspiration et la bodhisattva d'engagement. Deux. En accord avec les écoles inférieures. Et donc c'est la bodhisattva qui est dénuée des vœux de bodhisattva, c'est la bodhisattva d'aspiration. Et la bodhisattva qui est accompagnée avec les vœux de bodhisattva, c'est la bodhisattva d'engagement. Ça, et du point de vue prasangika, le premier moment de bodhisattva, c'est la bodhisattva d'aspiration, et les moments successifs, c'est bodhisattva d'engagement. Et donc ça, c'est la distinction. Après, ça, ce n'est pas grave. Laquelle école est correcte, les écoles ne sont pas correctes, etc. Essayez de comprendre les deux sens. Une fois que vous ressentez quelque chose qui change en vous, après 3 ans, 4 ans, 5 ans de pratique constante et soutenue, vous allez ressentir les changements de l'intérieur. En vous disant maintenant, quand je vais rencontrer les gens, les proches, et même les proches, la façon dont je les aime devient extrêmement profond. Ça veut dire ne pas voir que la souffrance de la souffrance, mais la souffrance du changement, la souffrance inhérente au conditionné. Votre amour deviendra plus profond, les personnes vis-à-vis des personnes neutres. Votre amour va se tourner vers eux, et puis les personnes difficiles aussi, les personnes qui abusent les autres. Vous allez essayer de vous sentir aimant vis-à-vis de ces personnes, et même si les personnes essaient de vous blesser, vous n'allez pas réagir de la même façon. Et puis, si vous êtes capable de faire cela, à ce moment-là, vous pouvez prendre les vœux de Bodhisattva. Ça veut dire que vous avez le temps, que c'est le moment. Et donc, dès l'instant où vous avez pris les vœux de Bodhisattva, à ce moment-là, votre pratique va être beaucoup plus rapide. Ça va être encore plus rapide. Donc ça, c'est une chose. Et une autre classification des bodhicitta, c'est en 3. L'une, c'est la bodhicitta qui est semblable au roi. L'autre, la bodhicitta semblable au passeur. Et la bodhicitta semblable au berger. Semblable au roi, semblable au passeur et semblable au berger. Le roi, le passeur et le berger. La bodhicitta semblable au roi, ça veut dire que vous devenez le roi, vous accédez au pouvoir et vous aidez les autres. C'est le premier. Le deuxième, c'est le passeur. Ça veut dire que le passeur, il est sur le bateau et les passagers, et donc ils entrent sur le bateau ensemble et ils traversent la rivière ensemble. Ils atteignent la rive ensemble, tous ensemble. Le roi, vous obtenez le pouvoir d'abord et vous aidez votre peuple ensuite.
Et le passeur, c'est tous les êtres et vous-même, vous obtenez l'éveil ensemble. Et l'attitude au berger, vous faites en sorte que tous les autres soient éveillés. Et puis, après les avoir mis en sécurité, vous entrez dans la bergerie. Et donc, de la même façon que le berger, il met d'abord toutes les chèvres, tous les moutons, etc., dans la bergerie. Et une fois qu'ils sont en sécurité, vous y entrez, vous en dernier. Et donc, ça, ce sont les trois. Des trois, certains textes disent que la bodhisattva du berger, semblable au berger, est suprême, mais c'est dans le contexte de la pratique. C'est la pratique du courage. Vous pratiquez le courage, et donc la bodhisattva semblable au berger, elle doit être pratiquée. Mais la bodhisattva actuelle, véritable, c'est celle qui fonctionne comme étant celle du roi. Parce que si vous n'obtenez pas l'éveil, que si vous n'accédez pas d'abord au pouvoir, comment est-ce que vous pouvez accomplir le bien du peuple? Il faut d'abord obtenir l'éveil et ensuite vous pouvez aider un nombre d'êtres à atteindre l'éveil eux-mêmes. Donc en effet, c'est celle qui existe véritablement. Et donc c'est celle qui est louée par tous les Bouddhas et les Bodhisattvas comme étant la suprême. Et donc c'est ce qu'il faut garder à l'esprit. Ensuite, dans certains textes extrêmement importants, comme l'Abhisamaya Alamkara, l'Abhisamaya Alamkara, l'Abhisamaya Alamkara, A-B-I-A-B-H-I, S-A-M-A-Y-A, L-A-M-K-A-R-A, A-B-H-I, S-A-M-A-Y-A, L-A-M-K-A-R-A. L'ornement de claire réalisation. Et donc ici, la bodhisattva est distinguée en 22 types, avec des exemples. Donc c'est pour faire en sorte que notre bodhisattva soit extrêmement vaste. Un bodhisattva, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas être dans un petit endroit et on s'occupe que d'une personne. Le bodhisattva pense à tous les êtres. Donc la connaissance, la sagesse, l'intention, tout cela, ça doit être extrêmement vaste. C'est très important. Par exemple, sa sainteté le Dalai Lama, que vous le croyez ou non, tout dès l'instant où quelqu'un parle de n'importe quelle discipline, sa sainteté, c'est exactement de quoi il parle. Parce que c'est exactement comme ça que le Bodhisattva doit faire. Le Bodhisattva doit être capable d'accomplir le bien de tous les êtres dans selon n'importe lesquelles de leurs aspirations. En d'autres termes, je ne sais pas combien d'entre vous se souviennent de ça. J'avais expliqué la strophe le jour 2, 3 ou 4, page 5 du flamboiement des deux bodhisattvas non-duels. Je ne sais pas si je l'ai expliqué. Ah oui, je me prosterne devant la mère des auditeurs, donc c'est page 4. Last year. And this year also. Il y a 10 ans. J'étais venu au centre Kalachakra. Il y a 10 ans aussi. Regardez vos fils. Vous n'avez pas l'air de vous en souvenir. C'est quoi cette strophe? Ouais, ça l'a l'air de dire. Donc c'est en haut de la page 4. Et ceux qui sont nus, alors si vous dites... En effet, si c'était l'année dernière, ok, donc ça c'est l'année dernière, mais ceux qui sont nouveaux, donc en fait on l'a juste lu, non, oui, on l'a fait cette année, on l'a fait aussi. J'ai expliqué, et Tashila, qui est parti, il a dit qu'il n'avait jamais entendu cette explication. Il n'avait jamais entendu cette explication, qui était tellement heureux qu'il y ait eu cette explication ici. Et tout le monde avait l'impression de n'avoir jamais entendu cette explication. Et donc, numéro 1. Qui veut dire qui? Qui c'est qui? Qui par la connaissance de toutes choses, etc. Vous avez pris vos notes avec vous? Qui est qui? Jeanne, Thomas.
Laura? Qui vous avez est-ce qu'il y a une note sur le livre? Sur le livre, il y a une petite note. Est-ce qu'il y a une note? Une note, un numéro de note. Très bien. Non, non, c'est sur le livre, pas comme ça, mais sur le livre. Qu'est-ce qu'ils disent dans la note? La note de fin d'ouvrage, que nous, on n'a pas dans les photocopies. Et donc, qui par la connaissance de toutes choses? Donc, qui? C'est qui? C'est le Bodhisattva qui... Ok, donc, qui, en fait, c'est le Bodhisattva ici, par la connaissance de toutes choses, etc. Qui, par la connaissance des voies, donc qui, par la connaissance des voies, permet à ceux qui aident les êtres errants à parachever le bien du monde, c'est le Bodhisattva. Et donc, les Bodhisattvas parachèvent, aident le monde, parachèvent le bien du monde en connaissant différentes voies. C'est la connaissance. Qu'est-ce qui leur permet de connaître les voies? C'est la connaissance des voies. La connaissance des voies. Ils doivent connaître les voies. Les Bodhisattvas. Quelles voies? Toutes les voies, toutes les différentes voies. Quelqu'un dit, je veux devenir un Suravaka, un Suravaka Arhat, enseignez-moi cela. Et donc, il va enseigner cette voie. Quelqu'un va dire, je veux atteindre l'état de veille. Et il va enseigner cette voie. Quelqu'un va dire, je veux pratiquer le renoncement. Le Bodhisattva va leur enseigner comment développer le renoncement. Et certains vont dire, moi je suis intéressé dans la physique, je ne m'intéresse pas au dharma. Eh bien, il va leur enseigner la physique. Certains vont dire, je veux pratiquer le business, les affaires, etc. Et donc le dharma, je le ferai plus tard. Quand j'aurai suffisamment quand j'aurai vieilli, je pratiquerai le dharma. Et donc le Bodhisattva enseigne le business. Les Bodhisattvas devraient être comme la mère. La mère ne dira jamais, oh, toi tu ne vas pas, c'est pas grave, tu veux pas faire le dharma, tu veux pas pratiquer le dharma, tant pis, je ne n'enseigne que cela. Si tu veux faire les affaires, tu vas le faire par toi-même, je ne te l'enseignerai pas. Une mère, tout ce dont les enfants ont besoin, elle va leur enseigner. Si elle ne peut pas leur enseigner, elle va faire en sorte que les enfants puissent l'apprendre de quelqu'un d'autre. Les Bodhisattvas aiment les êtres. Et donc, l'amour des Bodhisattvas, c'est 10 000, des centaines de milliers de fois plus profond que l'amour d'une mère pour ses enfants. Donc, l'Abhisamaya Alamkara, ce texte, qui a été composé par Arya Maitreya. Et donc, ce texte, la bodhicitta et les pratiques de Bodhisattva sont décrites de manière extrêmement détaillée. Et aussi, vous devriez lire le Mahayana Sutra Ramkara, l'ornement des sutras, le grand véhicule, qui est de grands détails, explique la bodhicitta, les 6 perfections, etc. Et donc, en anglais, c'est The Universal Discourse Literature. On pourra vous redonner les titres. Et puis, il y a un autre texte, le Continuum Sublime, l'Uttara Tantra Shastra. Donc, on le trouve en français dans le message du futur Bouddha, par Arya Maitreya aussi. Et en sanskrit, c'est Uttara Tantra. Uttara Tantra. U-D-T-A-R-A, plus loin T-A-A-N-T-A-T-R-A. Ça n'a pas par rapport au Tantra. Tantra, ça a plusieurs connotations. Tantra, c'est souvent distingué par rapport au Sutra, mais sinon ça veut dire continuum. Tantra, ça veut dire continuum. Et donc ce Tantra ne veut pas dire Tantra dans les Tantras, les Vajrayana, etc. Ce n'est pas la même chose. Ça veut dire continuum. Le continuum sublime. Et donc cela parle de la nature de Bouddha, l'éveil, bodhicitta, etc. Et donc ces textes devraient être étudiés. Des questions? Quand on a fait la méditation de la vacuité avec les 6 éléments, je
je suis toujours figé par rapport à la fin quand on dit la personne n'est pas l'esprit et les éléments. Alors comment est-ce que vous pourriez partager pour être convaincu, pas pour répondre rapidement, mais pour être rapidement convaincu. Comment est-ce que tu l'as éduqué pour avoir des remèdes aussi rapides? Quick fix, c'est quoi? C'est de la super glue. Ah oui, c'est de la super glue, la super glue pour réparer rapidement. Qui aime bien la super glue? Kunken? Sophie? La super glue? La glue super. N'aimez pas trop la super glue. Il y a un conseil qui est donné par les maîtres tibétains. J'ai des frissons à lire ce texte. Ils disent, si vous voulez de la super glue, c'est que vous pourriez aussi arrêter la pratique extrêmement rapidement. Si vous voulez réparer rapidement, vous pourriez partir rapidement aussi. Mais donc c'est une question. Donc, qu'est-ce qu'il advient? Comment est-ce que je peux aller au-delà de ce problème? Donc, quelqu'un peut articuler ce qu'a dit Kunken-la par rapport au problème auquel il fait face. Tout le monde a entendu? Vous avez entendu? Quelqu'un peut répéter ce qu'il a dit par rapport à la méditation sur la vacuité? Quand on pratique la méditation sur la vacuité de la personne, à un moment donné, on est sur les 6 éléments et il est sur le point de nier l'esprit à la fin de cette méditation. Et donc c'est un problème. Et donc, quoi faire? Donc, la question, c'est quoi? Comment réparer cela? Pour toutes les vacuités, ce qu'on a dit, l'expérimentation de la vacuité, c'est pas si difficile. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est pour avoir un matériel éducatif sur la compréhension de la vacuité, cela prend du temps. Ce n'est pas si difficile, mais cela prend du temps. Cela va prendre du temps, et surtout par rapport aux différentes nuances. Ce que j'ai discuté avec vous, bien sûr, j'essaie d'aller dans les nuances, mais croyez-le ou non, si vous écoutez les audios, les vidéos, encore et encore, au fur et à mesure que vous allez étudier, vous serez familier de voir « Ah, mais je n'avais pas compris ». Beaucoup de choses que je comprends maintenant, je ne les avais pas comprises à l'époque, pendant ces 10 jours. Donc ce que je dis, c'est qu'on doit étudier de manière extensive. Et ça, on doit être un peu patient, et on doit étudier encore et encore. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser ces questions. Et n'allez pas espérer avoir les réponses. Les réponses sont données, mais vous pourriez ne pas être convaincu. Cela ne veut pas dire que ce ne soit pas des réponses, mais pour que vous vous sentiez extrêmement convaincu par cela, ça veut dire que vous devriez vous enrichir de ces études extrêmement extensives. Et donc ça, il faut continuer. Il faut continuer à étudier, c'est très important. Pour la conscience, j'ai mentionné la dernière fois, et quand Howard a posé la question, pour la conscience, vous pouvez faire la méditation sur la vacuité de l'esprit de manière séparée, une fois de temps en temps, pour voir que cette conscience, d'abord tout d'abord, l'esprit, la conscience, est extrêmement sournois, même pour moi. Et donc c'est un problème majeur aussi pour moi. Quand j'étais dans les monastères,
Et donc pendant 10, 11, 12, j'avais le même problème. Et en me disant, mais l'esprit n'est pas le soi. Mais comment est-ce qu'on peut dire que l'esprit n'est pas le soi? Et puis j'ai essayé de méditer sur l'absence d'existence inhérente de l'esprit. Donc quand j'observais l'esprit, l'esprit disparaissait. Donc quand je cherchais l'esprit, l'esprit ne venait pas. Et donc quand je ne cherchais pas l'esprit, il venait de manière si agressive, la colère, l'attachement, la jalousie, tout cela. C'était extrêmement manifeste, extrêmement. Et quand je voulais observer cet esprit, ce qu'était véritablement cet esprit, et donc avant d'essayer de le soumettre à l'analyse ultime, j'essayais de percevoir l'esprit, je n'arrivais pas à le percevoir. Et quand je ne voulais pas voir mon esprit, il apparaissait de manière si grossière. Donc ça, c'était tellement difficile. Ce n'est pas si facile. Ce n'est pas si facile d'identifier l'esprit. Et donc c'est pourquoi de temps en temps, ce serait bien de continuer à observer l'esprit. Pour la seconde session. On va essayer maintenant. L'esprit, pour avoir une certaine notion de la façon de retracer l'esprit, ce qu'on essaie de faire, c'est tout d'abord, c'est que l'esprit, c'est un phénomène extrêmement subtil. S'il y a une vitre extrêmement claire entre vous et moi, et puis, et cette fleur, c'est là avec moi, il y a la glace entre vous et moi. Je vais vous demander, si vous êtes intéressé par la fleur, vous pouvez prendre cette fleur. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tendre la main, et la vitre est là, vous ne voyez pas la vitre. Vous ne voyez pas la vitre. Vous ne la voyez pas, vous avez l'impression, soudainement, il y a quelque chose qui vous bloque. Parce que vous ne l'aviez pas vu. Pourquoi vous ne l'aviez pas vu? Pourquoi? Parce que c'est tellement transparent, c'est tellement subtil. Elle est extrêmement subtile et on ne la voit pas. Vous comprenez? À cause de la subtilité, vous ne pouvez pas la voir. Et nous, on est tellement addicts à voir des choses extrêmement concrètes à l'extérieur, etc. Et notre esprit n'est pas physique. L'esprit, c'est comme cette glace extrêmement subtile, cette vitre extrêmement subtile. Et donc, nous, on est tellement addicts à percevoir les choses extrêmement grossières que pour voir l'esprit, c'est si difficile, à moins que nous nous entraînions. Par exemple, il y a des gens qui prennent beaucoup de sel dans la nourriture. Il y a des gens qui prennent beaucoup de sel basse. Beaucoup de sel dans la nourriture. Cécile, Sophie. Basse. Basse. Basse aussi. Seulement aussi. Ce que je dis. C'est ceux qui prennent beaucoup de doses de sel dans la nourriture. Si, par exemple, vous mettez 10 grammes dans n'importe quelle nourriture, quand vous donnez la nourriture avec 1,5 g de sel, vous ne ressentirez même pas le sel. Vous vous direz, mais il n'y a pas du tout de sel. Vous ne ressentirez pas du tout le sel. Mais ce n'est pas qu'il n'y en a pas, il y en a. Et les autres vont le sentir. Mais vous n'allez pas le sentir. Parce que vous êtes tellement addict à une grande quantité de sel. Et donc, de la même façon, on est tellement à la recherche de choses tangibles, tactiles, grossières, etc. On n'a pas l'habitude d'observer l'esprit subtil. Et donc maintenant, il faut s'entraîner pour observer l'esprit. Et donc, je vais vous donner quelques indices extrêmement rapides. Pas si rapides. Quick, ça veut dire bref. Ça veut dire bref, ça ne veut pas dire trop rapide. Ça ne veut pas dire rapide. Ça veut dire bref. Et donc, ici, c'est quoi? Comment l'esprit est défini? L'esprit est défini comme étant clair et cognitif. Clair et cognitif. C'est la définition de l'esprit. L'esprit est défini comme étant clair et cognitif.
Ne le laissez pas simplement au niveau intellectuel dans les livres. Oh, l'esprit est défini comme étant clair et cognitif. Il faut essayer d'expérimenter ce que veut dire clair et cognitif. Il faut l'expérimenter. Vous devez essayer de l'expérimenter, ce que veut dire clair et cognitif. Et donc, si vous le mettez comme ça, vous l'écrivez, ce n'est pas si clair. Clair et cognitif, ce n'est pas si clair. Il vaudrait mieux dire un agent avec la clarté et l'aspect cognitif. C'est un agent qui a la clarté et l'aspect cognitif. Ça devient plus clair. Un agent qui possède l'aspect de clarté et l'aspect cognitif. Mais d'autres enseignants vont dire, mais qui a dit ça? C'est juste clair et cognitif. Ça ne signerait pas au tibétain. C'est juste clair et cognitif. Et donc, ne vous battez pas avec eux. Oh, Chantraka Chakra de Geshe de Dezamdul a dit ça. Non, vous dites juste, ok, c'est très bien, traditionnellement c'est correct. C'est correct. Parce que c'est la façon traditionnelle de le définir. Mais moi, je le pose à la même définition, je la mets je l'énonce d'une façon facile pour que les gens, pour que dans un autre langage, peut-être moderne, je dirais moderne, une connotation moderne, ça voudrait dire que l'autre version, elle est has-been, plus compréhensible. Et donc, un agent qui a l'aspect de clarté et l'aspect cognitif. Ne le laissez pas là simplement. C'est quoi l'esprit? Oh, l'esprit, c'est un agent clair et cognitif. Non, étudiez cela, apprenez cela, essayez de l'expérimenter. Cet agent de clarté cognitive, comme ses attributs. Essayez de voir si vous pourriez l'expérimenter. Pour cela, ce qu'on va faire, essayez de rester assis le dos droit. Donc, idéalement, c'est un dixième de la partie d'une pratique que je partage avec vous. Ce n'est pas une pratique entière. C'est juste pour que vous puissiez vous dire, ah, bah tiens, ça c'est ce que j'ai appris. Qui a appris cette définition claire et cognitif comme étant la définition de l'esprit? Combien d'entre vous l'ont appris? Qu'est-ce que veut dire clair et cognitif? Est-ce que vous l'avez expérimenté? Que veut dire clair? Que veut dire nuit? Est-ce que vous l'avez expérimenté? Virginie 18. So clear is that to take the aspect of the phenomena, of the objects, and knowing means to apprehend them, to know them, to experiment. Donc ça, c'est ce que tout le monde sait. Mais ce qui est unique par rapport à l'esprit, de quelle manière, il faut essayer de voir comment l'esprit... Et donc, ce n'est pas simplement de le laisser comme ça. Et osez vous poser la question. Pour ce... Combien d'entre vous veulent savoir ce que veut dire clair et cognitif expérimentalement? Vous êtes sûr? Mais quand je demande ce que vous voulez, tout le monde dit, mais lève sa main. Comme si vos oreilles quelque chose de solide. Qui sérieusement veut l'avoir? Il n'y a pas de différence. Sérieusement. Si vous êtes sérieux, ok, très bien. Asseyez-vous, le dos droit. Donc, idéalement, quel que soit le cas, je ne partage qu'un dixième d'une méditation sur la nature de l'esprit. Un dixième, ce n'est pas une forme complète. Pour une forme complète, il faut du temps. Nous n'avons pas le temps. Qu'est-ce qu'on fait? Idéalement, cette pratique devrait être faite avec les yeux ouverts. Aujourd'hui, c'est une exception. Vous pouvez le faire les yeux fermés. Fermez vos yeux. Et ne vous endormez pas.
Pensez à une magnifique rose, une rose rose, à une rose rose, une magnifique rose rose. Primrose flower in the daylight. En plein jour. Okay, now open your eyes. Maintenant, ouvrez vos yeux. Okay, this rose flower came to your mind. The image of the rose flower. Est-ce que l'image de la fleur est toujours à vos yeux? Est toujours dans votre esprit? Est venue dans votre esprit? En plein jour? Good, very good. If it came to your mind, Si elle est venue à votre esprit maintenant, la définition de l'esprit, c'est quoi la première partie? clear. Clair. What's meant by clear? Qu'est-ce que ça veut dire clair? Say on the mirror. Sur le miroir, un miroir, sur un miroir. Mirror. Have you ever seen a mirror? Est-ce que vous avez déjà fait un miroir? Have you ever looked in the mirror? Est-ce que vous avez déjà regardé un miroir? If the mirror Si le miroir dusty, do you est think that extrêmement sale, est-ce que vous pourriez voir un reflet dessus? the mirror is Si le miroir est extrêmement sale, poussiéreux, est-ce que vous pouvez voir? Non, non, vous ne pouvez pas voir de forme là. for the mirror Il faut que le miroir, pour qu'il reflète une image, il faut que le miroir soit extrêmement clair. very clean and Très clear? clair et très propre, vous comprenez? It must be very Il doit clear. être extrêmement clair. Okay. So this, when I was in my early 20s, Quand j'étais dans ma vingtaine, j'avais 20 ans, etc., je posais la question à Venerable Lamrim Paripoche, je lui ai posé la question, et, the hermit, et donc c'était un ermite toute sa vie. I'm looking for my Et mind. donc je lui dis, mais je recherche mon esprit, mais je n'arrive pas à trouver mon esprit. Je lui ai posé la The question. answer that he gave Et me, la réponse qu'il a donnée, it was so easy for him. pour lui c'était tellement facile. Answer that he gave, from there I got impression that J'avais l'impression que c'était tellement facile pour lui, la façon de la répondre, il a dit, it's like a, Mais- let me see, mais it's like a mirror. c'est comme un miroir Any où reflection toute réflexion, tout reflet peut advenir. And then I looked inside, Et j'ai regardé à l'intérieur et pas de miroir. no mirror. Pas de miroir, Mirror coming. il n'y a rien, et aucun miroir, je n'ai pas réussi à le trouver. So this is Et extremely donc ça, c'est extrêmement précieux, instruction. cette instruction qu'il a donnée, So the mirror, un miroir. until the mirror is clean, Et donc, tant que le miroir n'est pas propre, on ne peut pas avoir une image qui se reflète. in your mind the flower came Et out donc, of dans the votre flower esprit, into your mind. est-ce que c'est une fleur ou l'image d'une fleur qui est venue dans votre esprit? Est-ce que c'est une fleur ou une image d'une fleur? Flower, right? Pas d'une fleur, n'est-ce pas? Image of the flower. L'image d'une fleur. If the image of the flower came to Si your l'image d'une fleur est venue dans votre esprit, ça veut dire que mind, in order for the image pour to qu'une be formed, image puisse être formée, the screen must il be faut very que clear. l'écran soit extrêmement clair. If the screen is Si l'écran n'est pas clair, the image cannot be formed. l'image ne sera pas formée. The image is formed Et in your mind. le fait que la forme puisse venir dans l'esprit, il faut que l'écran soit extrêmement clair. Without which the image cannot be Sans cela, l'image ne peut pas se former. C'est le sens de la clarté, c'est la première partie. Then another meaning of the clarity. Et un autre sens de clarté, c'est non seulement In Tibetan it is en tibétain on dit selwa, sel, cell, sel, je dirais pas, sel, cell. S-E-L. Cell has two connotations. Et il y a deux connotations, Clarity. la clarté, Number two is luminosity. et deux c'est la luminosité, Luminous. lumineux. Luminosity. Okay. Say at the moment, Pour le moment, what do you see in my hand? qu'est-ce que vous voyez dans ma main? Flower. Des fleurs. In the night. In the night, where there's Dans la nuit, quand il n'y a pas de lumière, Yes. je prends ça dans la main, je demande s'il y a dans ma main, vous ne pourrez pas voir ce qu'il y a dans ma main. To see now. Qu'est-ce qui vous fait percevoir ce que j'ai dans ma main? C'est What is the light parce there? qu'il y a la What's the light lumière qui est là, there? une source de lumière qui est là, la luminosité. What's the light? Likewise, Et donc, de la même façon, quand vous pensez à la lumière, à la fleur apparaît, it was just like a dark. ou est-ce que c'était dans le noir? Est-ce que c'était comme un écran noir? La fleur est apparue? L'image de la fleur est apparue, ou est-ce que c'est juste l'obscurité qui est apparue dans votre esprit? C'est l'image d'une fleur qui est apparue. Just as this flower, in Et order de la même façon que cette fleur, pour que vous puissiez la voir, il faut qu'il y ait de la luminosité. either from the flower Et or donc, from the pour la fleur, que ça vienne de la fleur, ou que ça vienne d'une autre source de lumière, etc. sun, Le soleil, les lampes, etc. Il faut qu'il y ait une source de lumière, une luminosité qui soit là. you are
De la même façon, pour que vous puissiez voir l'image de la fleur, il faut qu'il y ait de la lumière. Cette lumière, ce n'est pas extérieure, c'est la lumière interne, c'est la luminosité interne. C'est la luminosité mentale. Et donc, ce qu'il faut comprendre là, c'est que cet écran, il faut qu'il soit clair par rapport, comme un miroir, extrêmement clair. Et aussi, il faut qu'il y ait cette lumière mentale, cette luminosité mentale. C'est le sens de clair. Ensuite, c'est quoi la seconde partie? La seconde partie du sens? Knowing, cognitif. Donc le miroir. Un exemple que je vous ai donné, c'est le miroir. Un autre serait, et donc sur un point d'eau, un plan d'eau. Pour qu'il y ait la réflexion de la lune à la surface de l'eau qui se forme, il faut que la surface soit extrêmement claire. Vous êtes d'accord? Avec moi ou pas? Donc il faut que la surface, s'il y a des feuilles, etc., s'il y a de la poussière à la surface, est-ce que vous verrez le disque de lune sur là? Non, vous ne le verrez pas. Et donc la surface de l'eau doit être extrêmement propre pour que la lune puisse se refléter dessus. Pour n'importe quelle réflexion, le reflet, il faut que la surface soit extrêmement propre, extrêmement claire. Et donc notre esprit, il y a une image qui s'est formée. Et donc à la surface, il faut qu'il se soit extrêmement clair, extrêmement propre, extrêmement clair. Et donc ça c'est la clarté, la nature de la clarté. Non seulement la clarté, mais pour que nous puissions voir l'image, il faut qu'il y ait cette source de lumière. Et donc ça, nous avons pu voir l'image à l'intérieur. Et donc cette image, ce n'est pas une image mentale externe, c'est une image mentale. Et donc c'est de la source de lumière interne. Et donc c'est aussi l'autre connotation de la clarté. C'est les deux sens de la clarté, luminosité et clarté. Et puis ensuite, la seconde partie, c'est l'aspect cognitif, le miroir. Et donc que l'image se forme de manière extrêmement précise, mais le miroir n'a pas du tout la capacité de savoir qu'il reflète quelque chose. Le miroir. Mais dans le miroir, il y a des reflets qui se forment, mais le miroir n'a aucune idée de ce qui se passe à sa surface. Il ne sait pas du tout, il n'a pas la capacité de connaître. Alors que sur l'écran de l'esprit sur lequel il y a eu l'image de la fleur, votre esprit, l'écran de votre esprit, au moment où l'image s'est formée, vous saviez qu'une image, vous connaissiez, vous expérimentiez cela, vous pouviez le savoir. Et donc il n'a pas seulement la clarté, mais il a aussi la connaissance du reflet qui se forme, de l'image qui se forme. Cet agent qui a ces deux caractéristiques, à la surface duquel il y a l'image qui se forme, a la capacité de connaître ces choses, cet agent, c'est ça l'esprit. Clair cognitif, c'est le sens. Vous comprenez? Knowing, cognitif, l'aspect cognitif. Et donc faites-le encore. Fermez vos yeux. Pensez à la fleur. Et vous donnez une réponse. Fermez vos yeux, gardez vos yeux fermés, et puis gardez l'image de la fleur. Et donc, vous allez me donner une réponse quand je vais vous poser la question. Quelle image est venue à votre esprit? Une image d'une fleur. Est-ce qu'elle est claire ou pas? Très claire. Est-ce que vous savez qu'il y a une image qui se forme? Vous pouvez l'identifier? Vous pouvez savoir s'il y a une image de la fleur dans votre esprit? Oui, j'identifie, je sais. Qui connaît cela? Ce n'est pas le corps, c'est votre esprit. C'est cet agent lui-même au sein duquel se forme le reflet, l'image de la fleur. Il connaît, il sait qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Il sait. Ensuite, l'étape suivante, sortez de votre méditation. Maintenant, l'étape suivante, c'est d'observer l'esprit. Comment observer l'esprit? C'est parce que comme l'esprit est un phénomène extrêmement subtil,
C'est un phénomène très subtil. Au moment où vous êtes attiré par des objets grossiers, vous ne trouverez jamais l'objet subtil. L'esprit est très subtil. Et donc, ce que vous devriez faire, c'est que vous devriez stopper le fait de ruminer les expériences passées, stopper le fait de ruminer les expériences passées, et donc essayer de cesser de penser au passé, essayer d'éviter d'anticiper l'avenir, les événements futurs, éviter de ruminer les événements passés, la mémoire, etc., et essayer de vous détacher des sens, des 5 sens, des consciences sensorielles, parce que dès l'instant où votre esprit va aller sur les objets sensoriels, votre esprit, c'est tellement grossier que vous ne pourriez pas voir l'esprit, la conscience mentale. Détachez votre esprit des 5 types d'objets sensoriels. Et avec cet état d'esprit, soyez dans le moment présent. Soyez dans le moment présent, tout simplement. Et pensez à la fleur. Et soyez conscient de cela. Oui, en effet, il y a une image qui se forme à la surface. Quelle que soit la surface, que ce soit une surface matérielle, etc., il y a toujours une surface qui est là. S'il y a la surface qui est là, la surface de l'esprit, on va dire, hein, et donc ça doit être extrêmement clair, et donc qu'il y a la clarté, la luminosité à cette surface. On sait, je sais qu'il y a quelque chose qui est là, qui sait qu'une image s'est formée. Avec cette connaissance extrêmement claire, graduellement ignorer la fleur, simplement ignorer la fleur et essayer d'observer la surface sur laquelle se forme cette image. Observez cette surface. Soyez patient. Si vous cherchez quelque chose de rapide, sur la glu super rapide, vous ne trouverez jamais l'esprit. Vous ne trouverez jamais l'esprit si vous voulez aller trop rapidement. Soyez patient. Continuez d'observer sans la laxité, sans la torpeur ni l'agitation, sans la torpeur ni l'agitation. Essayez d'observer cet écran sur lequel, à la surface duquel, l'image de la fleur s'est formée. Et pour votre information, cet écran n'est pas en 2D, mais en 3D. Ce n'est pas un écran en 2D, c'est un écran en 3D. Observez, simplement observez. Ignorez la fleur et observez cet écran. Ça, c'est qu'on peut apprendre. Et donc, si on peut le faire, et si possible, au quotidien. Maintenant, pourquoi? Si vous êtes sérieux, je vous suggérerais, ne le faites pas les yeux fermés. Si vous le faites les yeux fermés, vous ne trouverez jamais. Dites-moi. Cette vitre qui est extrêmement claire, si vous devez la trouver, est-ce que vous auriez plus de chances de la trouver à l'aube, au crépuscule ou pendant la journée? Pendant la journée. Vous avez plus de chances. Au crépuscule, c'est beaucoup plus difficile. Parce qu'avec l'obscurité va colorer cette vitre. Elle va colorer, elle va assombrir cette vitre. Et vous ne la trouverez pas. Donc, à l'instant où vous fermez vos yeux, à ce moment-là, l'obscurité sombre à l'intérieur, tombe à l'intérieur, et vous ne trouverez pas l'esprit. Maintenant, si vous êtes extrêmement sérieux vis-à-vis de cette pratique, je vais vous donner quelques trucs, quelques conseils. Et donc, ne le faites jamais les yeux fermés, comme cela. Jamais. Ensuite, certains font comme ça quand ils méditent. Vous voyez la différence en moi, vous voyez la différence en moi, qui font comme ça. Ensuite, comme ça.
Vous voyez la différence? Quelle est la différence? Dans le second cas, straining, ça veut dire forcer les yeux. Il ne faut pas forcer les yeux. Essayez de faire en sorte que de simplement tomber, de mettre la conscience visuelle comme ça. Ensuite, tous les sons qui perturbent, etc., ça doit être arrêté. S'ils sont extrêmement grossiers, vous recherchez quelque chose d'extrêmement subtil, vous ne le trouvez pas. Tous ces sons grossiers, on le trouve. Particulièrement, le son d'une horloge, d'un réveil. Ça, c'est encore pire. Combien d'entre vous ont ça à la maison? Avec ce son, tic-tac, tic-tac. Vous n'avez pas? Vous avez une horloge comme ça? Non? Vous avez une horloge sur la table? Non? Non? C'est très simple. Only smart, the phone. Donc les méditants, habituellement. Donc bien sûr c'est bien, ce téléphone c'est bien parce que vous avez le temps est spontané. Enfin quand vous allumez, il se met sur l'horloge, elle se met. Sinon il faut appuyer dessus. Les méditants, ils doivent avoir les choses extrêmement faciles. Le temps, juste à regarder, hop, et vous l'avez. Ça, c'est très important. Et donc, c'est pour ça, avant, nous avions ce réveil qui a été changé. Sinon, il y avait tic, tic, tic. Et ça, c'est extrêmement... ça nous perturbe extrêmement. Vous voyez, par exemple, le mouvement, le mouvement des feuilles, tout ça, avec les ventilos, etc., il ne va pas y avoir de mouvement. Et s'il y a des mouvements, c'est fini. Il n'y a aucune chance. Et donc, dans la recherche de l'esprit. Et puis là, qu'est-ce que je vois en face de moi? Qu'est-ce qu'il y a en face de moi, dites-moi? Le brocart. C'est quoi comme tissu? Extrêmement coloré. Beaucoup de couleurs, toutes ces combinaisons de couleurs, etc. Ça ne va pas être là non plus. Parce que toutes ces couleurs, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'elles vont attirer vos yeux. Dès l'instant où elles attirent vos yeux, 80%, l'esprit n'est pas si entraîné. Si l'esprit n'est pas entraîné, la conscience mentale, elle va suivre la conscience visuelle. Et vous allez ne voir que ça, et donc ça devrait être uni. Uni ou de blanc, sans trop de dessins, etc. Parce que les dessins vont attirer vos yeux. Sans les dessins. Et du blanc, du bleu, mais uni. Du moment que c'est uni. Une couleur unie. Même noir, ça va aussi. Du bleu uni, du blanc uni, du jaune uni, etc. Ça doit être extrêmement uni, de couleur unie. Et les mouvements doivent être stoppés. Tous les types de mouvements. Donc il ne faut pas y avoir les ventilos, s'il y a les ventilos et des mouvements, c'est fini. Et le son des ventilos. Ça, ces sons-là, ce n'est pas un problème. Ça, vous pouvez vous adapter. Le son des ventilos, vous pouvez vous adapter parce que c'est un son continu. Et si c'est continu, ça ne perturbe pas tant que ça. Mais des sons qui sont extrêmement, qui surprennent, qui nous font sursauter. Par exemple, le son de rivière, qui parfois sont extrêmement, ça fait un bruit extrêmement trop fort, c'est trop fort, etc. Donc là, ce n'est pas correct. Et donc là, c'est plutôt doux comme son. C'est très continu. Et donc, ce n'est pas intermittent. Le son qui s'arrête, etc. Ça ne va pas. Ça, c'est continu, donc ça va. Et puis, surtout, en particulier, si vous ne voulez pas le moindre son, là, c'est impossible. Il y a toujours un sens d'équilibre, le juste milieu. Ça, le son des ventilos, ok, ça va, vous pouvez vous adapter. Et puis, de temps en temps, le son des oiseaux, tout ça. Et puis, des bruits de temps en temps, ok, ça va, vous arrivez à vous adapter.
Et puis le son, vous ne pouvez pas le contrôler. Tout ce que vous pouvez contrôler, contrôlez-le. Et puis les couleurs, etc. Et les yeux pas fermés. Et essayez de le faire avec vos yeux ouverts. On a la pause T. Basse. Donc, est-ce qu'on peut faire en sorte que la fleur, l'image de la fleur soit beaucoup plus claire? Et donc l'exemple, vous pouvez utiliser l'image du Bouddha. Comment faire en sorte que la visualisation soit plus claire? Essayez de garder la fleur à côté de vous, mais pas en face de vous, pas en face de vous, pas en face de vos yeux. Gardez-la, regardez-la avec vos yeux, fermez vos yeux et pensez-y. Regardez-la, fermez vos yeux et pensez-y. Et donc l'image va s'éclaircir. Une fois qu'elle s'éclaircit, vous pouvez garder vos yeux ouverts, mettez au loin l'objet qui vous servait de support et pensez à cette fleur. Et si ce n'est pas clair, à nouveau, regardez-la. Et à nouveau, fermez vos yeux et puis essayez d'y penser. Et puis, regardez et essayez de voir si vous pouvez garder simplement l'image mentale de la fleur pour l'éclaircir. Which one? This story about the flower and the mind. Par rapport à la fleur et l'esprit. Donc, c'est la clarté. Et la clarté, c'est clair et cognitif. Et l'image de la fleur est le reflet au sein de l'esprit. Donc on regarde la fleur, et puis ensuite on ferme les yeux pour visualiser la fleur, l'image de la fleur. Bien. Et puis donc il y a quelque chose qui vient ensuite par rapport à l'image de la fleur. Il y a quelque chose dans le cerveau. J'ai pas compris la question. Donc, comment est-ce que cela fonctionne, un miroir? Je ne sais pas comment cela fonctionne. Il ne faut pas trop essayer dès l'instant où on connaît l'utilité du miroir, ça va. Pardon, excusez-moi, par rapport à un ordinateur. Tant que vous savez vous servir d'un ordinateur, ça va. Ne réfléchissez pas trop aux éléments constitutifs de l'ordinateur. Dès l'instant où vous savez comment vous l'utilisez, utilisez-le. Et donc, par rapport à comment est-ce que l'image se forme dans le cerveau, etc., ou dans l'esprit, donc ça, c'est pas le plus important. Est-ce que tu peux penser à une fleur? Ne parle pas du cerveau, de la conscience, etc. Oublie tout ça. Est-ce que tu peux penser à la fleur? L'image de la fleur, est-ce qu'elle advient ou pas? L'image de la fleur, elle survient en toi, dans ton esprit ou pas? Est-ce qu'elle est advenue? L'image de la fleur. Non, on ne parle pas du cerveau. Ce n'est pas dans le cerveau. Les neuroscientifiques ne peuvent pas voir la fleur. Écoute. Marc. Et donc ça, tu as été endoctriné par tes enseignants en biologie. Les meilleurs des neuroscientifiques ne peuvent pas voir l'image de la fleur dans le cerveau. Ils ne peuvent pas voir l'image de la fleur dans le cerveau. Ils peuvent voir juste des ondes cérébrales. C'est juste des transmetteurs qui passent d'un neurone à l'autre. Et il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image de la fleur. C'est juste ce que
Au mieux, une image peut aller dans la rétine, jusqu'à la rétine, et après c'est fini. L'image, le signal, ce sont juste des signaux. Après, ce sont juste des signaux. Then how do I know the image tomorrow morning? Say again? Tomorrow morning. Yes. How can I remember the flower? No. I remember my name. No. Tomorrow, Demain, would you remember the flower? est-ce que tu vas te souvenir de la fleur? Would you remember the flower? Est-ce que tu te souviendras de la fleur? Oui. Même si il y a une image, même si tu ne sais pas comment ça fonctionne, malgré tout, tu peux t'en souvenir. Dès l'instant où tu peux t'en souvenir, cela suffit, tu comprends? So, for example, when you eat the food, Et donc, toi, tu manges de la nourriture, tu n'as pas besoin de savoir d'où vient cette nourriture, the cake came from. d'où vient ce gâteau, quel type d'huile a été utilisé, combien de quantité de beurre, de l'eau, de quelle vache a donné ce lait. Tu ne connais pas toutes ces choses et malgré tout, tu sais ce qu'est un gâteau, tu peux en jouir du gâteau. Et donc on n'a pas besoin de savoir nécessairement toutes les complications par rapport au fait du reflet qui s'élève. Du moment qu'on suit les instructions, cela suffit largement. Un reflet se forme, oui. Une image se forme, oui. When the image is formed, Quand l'image se forme dans ton esprit, quand l'image se forme en toi, les scientifiques ne peuvent pas voir cela. Toi, tu peux le savoir. you're getting it? Tu comprends? Les scientifiques, les neuroscientifiques, avec les IRM les plus sophistiqués, ne pourront pas voir l'image de la fleur. Toi, tu peux voir l'image de la fleur. It's fine. Yeah, I admitted that. Je l'admets, c'est une image mentale, il n'y a aucun doute, ce n'est pas physique, c'est une image mentale. Imaginary means Imaginaire, ça veut dire que que ça advient dans l'esprit et pas dans le cerveau, pas physiquement. yes. The nerves transport the signals into my brain. yes. Tomorrow morning, The image will not go to the brain. no, not in the Remember, itself. L'image ne va pas jusqu'à l'esprit. Les signaux vont jusqu'au cerveau. And in the same way, that is that tomorrow mark. morning I will be able to draw the picture, an image of that flower. No. What do you want? You want to meditate on. Tu veux méditer sur la nature de l'esprit ou tu veux méditer sur le cerveau? Alors je suis juste confus par rapport à ce que pourrait être l'esprit. Tu veux connaître la nature du cerveau? Donc, je peux t'emmener voir des neuroscientifiques. What I'm saying Dans ce que je dis. is that same. So okay, the point Le is point ici, c'est que first see on doit d'abord voir ce que les neuroscientifiques ne peuvent pas voir, mais ce que tu peux voir toi. Ça, c'est pourquoi tu es venu me voir. Si tu ne peux pas faire cette distinction, tu dois d'abord fournir des efforts pour ça. Et away from the time. donc, à ce moment-là, tu dois mettre de côté à ce moment-là la méditation sur la nature de l'esprit. Il faut que toi, tu commences par voir ce que les neuroscientifiques ne peuvent pas voir. Qu'est-ce que, quand tu regardes avec tes yeux à l'œil nu une fleur, cette image, elle se forme sur tes lentilles, et puis jusqu'à la rétine, et de la rétine, après, ça, jusqu'à maintenant, ensuite, on peut voir l'image. Ensuite, c'est dans le cerveau, le signal va dans le cerveau, et uniquement le signal passe dans le cerveau, il n'y a pas d'image. Do I need the mind to make it grow into flowers tomorrow morning? Okay, so for that, the point is that there's one phenomenon Il y a un phénomène which the neuroscientists que les neuroscientifiques ne peuvent pas toucher, c'est ça l'esprit. and which is the most important thing Et c'est la chose la plus importante que le cerveau. because Parce que, this is what we discussed this morning. c'est ce qu'on a évoqué ce matin, If one part of the brain, si une partie du cerveau, confusion in this brain, if the anxiety comes in me, l'anxiété arrive, je vais aller demander aux neuroscientifiques, veuillez enlever cette partie du cerveau qui me crée l'anxiété. Ce sentiment qui est purement mental est beaucoup plus important que le cerveau. Si une partie du cerveau me crée des problèmes, je serai prêt à me retirer cela. the neuroscientists will Et les neuroscientifiques seront contents de l'enlever. You're getting it? Tu comprends? Okay, this will take a little time. Et donc ça va prendre du temps. 30 years of 30 ans de recherche, 30 ans de réflexion que j'ai faite pour cela.
Ce n'est pas si facile, ce n'est pas juste une journée pour résoudre le problème, un jour, et où les problème-solution, ce n'est pas comme ça, il faut réfléchir. Okay, so back to the point. Back to the point is that once you Une fois qu'on a une certaine notion de ce qu'est l'esprit comme une forme de pure conscience, pas physique, pure faculté d'expérience, et donc à ce moment-là, on va voir que là tout survient, les anxiétés, etc. Et donc on l'observe de manière extrêmement claire, avec dans l'expérience simple, pure expérience, tu vas voir comment on va faire 3 types d'analyse, la vacuité de l'esprit, les 3 types d'analyse ultimes, les sensations, le continuum, le moment présent, etc. Et donc on va voir que c'est une illusion qui vient de l'extérieur, ce n'est pas du côté de l'objet, c'est du côté du sujet. Et même cet esprit ne peut pas être trouvé du côté de l'objet lui-même, mais ça, ce sera plutôt facile. Et donc on va penser à l'esprit. Si cet esprit était le jeu, à ce moment l'esprit devrait exister de manière objective, de la même façon que le jeu semble exister de manière objective. Mais il n'est pas là de son côté, c'est imputé de manière subjective, en dépendance de caractéristiques de l'esprit, etc. Et une autre chose, c'est que quelle est votre façon de penser naturelle, comme étant Kunken ou Patrick ou Katia ou Zosanla? Quelle est votre façon de penser naturelle? Moi, essayez de ressentir le jeu dans sa forme naturelle, sous sa forme naturelle. Comment est-ce qu'il vous apparaît naturellement à l'esprit? Et encore la chose, ça c'est très drôle. Quand je faisais les études sur les 7 modes, le rejet des 7 modes pour établir la vacuité, j'étais très sérieux, je faisais les études, et puis quand j'avais du temps, j'essayais de faire cette analyse, le rejet des 7 modes en moi-même, du jeu, pardon. Et donc, comment identifier le jeu? C'est l'objet de négation. Comment ce jeu m'apparaît-il? De manière purement objective? Et donc, je ne pouvais pas trouver non plus le jeu. Je ne pouvais pas trouver l'esprit, je ne pouvais pas trouver le jeu. Et ça, c'était tellement compliqué. Quand je ne veux pas le jeu, quelqu'un de dire « Ah, mais qu'est-ce qu'elle est stupide? Ah, mais comment tu peux oser me parler comme ça ?» Et là, ce sentiment du jeu est extrêmement présent. Et puis, en effet, le jeu est là. Elle est tellement solide, elle est tellement agressive, elle est tellement là. Et puis vous avez pensé, où est le jeu? Identifier l'objet de négation, vous n'arrivez même pas à trouver l'objet de négation, il a disparu. C'est tellement difficile, ce n'est pas facile. Parce que ce n'est pas facile, on a besoin de temps. Parce qu'on a besoin de temps. N'espérez pas que le temps viendra plus tard, faites-le dès maintenant. Et donc toutes ces choses, essayez de voir naturellement comment le jeu vous apparaît-il. Parfois, il y a des gens qui disent des vidéos sur WhatsApp, pas des êtres humains véritables, mais la figure d'une personne qui est faite de matière, avec des formes. Et donc c'est un petit peu comme... Et puis cela se dissout. Et ce qu'il advient en vous, mais c'était quoi? Et donc ce n'est pas un être humain, mais vous voyez que l'image se dissout, l'image fond en fait. Et donc c'est une désolidification qui apparaît. Et dans l'esprit, c'est une forme un petit peu inconfortable de ressenti qui advient. Et essayer de voir comment le jeu apparaît. Et si tu ne le comprends pas et tu te mets en face d'un miroir, à quoi je ressemble? Regarde le miroir, et que tu dis, ah mais tiens, je regarde de là, et essaie d'enlever la peau, et puis tu enlèves, et je mets l'image le visage de Zosanla sur moi. Est-ce que c'est moi? C'est assez effrayant, c'est plutôt effrayant. Et donc c'est comme ça que l'on fait, et puis en méditation, essaye de ressentir à quoi tu ressembles.
La plupart du temps, on s'identifie avec un corps. Je suis un garçon, je suis une fille. Quand on s'identifie plus avec le corps, je suis une fille, je suis un garçon. Quand on voit ce corps comme étant des atomes, et là, le fait d'être un garçon ou une fille, ça disparaît. Vous êtes d'accord avec moi? Et quand vous êtes identifié quelqu'un, une fille, un garçon, etc., vous-même quand un garçon ou une fille, etc., c'est extrêmement cette identification par rapport au genre. Dès l'instant où vous voyez que vous-même et les autres sous la forme d'atomes, elle est là, simplement, et vous voyez que ce qu'on démarquait, ce qui faisait la démarcation entre un garçon et une fille, quel atome est un garçon, quel atome est une fille. Et cela peut vraiment nous donner un sens de peur. Qu'est-ce qu'une fille, qu'est-ce qu'un garçon? C'est purement subjectif. Il n'y a rien véritablement de ce côté-là qui fait que c'est un garçon ou une fille. C'est très peur, ça vous fait peur, c'est très bon, c'est ce qu'on devrait faire. Et en d'autres termes, le jeu, le soi, essayer d'identifier le soi de manière, sous sa forme extrêmement naturelle, comme on l'a dit précédemment. Quand vous essayez de l'identifier, vous allez voir que cela va disparaître, parce que d'habitude on ne l'analyse pas. On dit simplement je. Essayez de garder cette sensation naturelle du jeu. On va s'arrêter ici.